Et à la fin de la vidéo, ça t'explique c'est quoi qu'il y a de nouveau, c'est YFood. Alors surtout, tu t'en vas pas à quel? Une inclinaison de 1,2%. Sur un tableau au mur, vous devineriez à peine qu'il est de travers. Pour un coureur à pied ou un cycliste, ça représente 12 mètres de dénivelé pour 1 km de parcours. C'est à peine un faux plat. Imaginez que vous posiez une boule de pétanque sur une route avec une pente de 1,2%. Elle mettra plus d'une minute à rouler péniblement sur 100 mètres. Mais une boule de pétanque, c'est léger, et une pente de 1,2%, c'est quasi rien. Maintenant, remplacez la boule de pétanque par un autre truc en ferraille, un peu plus lourd, disons un convoi ferroviaire. Un gros convoi de 10 300 tonnes et 1,3 km de long, composé de 67 citernes de pétrole brut. Et stationnez-le en haut d'une colline. Une fois que c'est fait, allez 12 km en aval d'un faux plat de 1,2% et mettez-y une petite ville paisible de 6 000 habitants. Ah, et j'oubliais, le train a un défaut de freinage. Voilà. Vous avez maintenant quelques-uns des ingrédients d'une catastrophe responsable de 47 morts et plus d'1 milliard de dollars de dégâts dans la ville de Lac-Mégantic, au Québec. Ce sujet de vidéo, on me l'a demandé un nombre incalculable de fois en commentaire. Je sens bien que pour vous autres Québécois, c'est quelque chose de très sensible. Alors aujourd'hui, c'est parti. On va parler de la catastrophe du lac Mégantic. Nous sommes donc le 5 juillet 2013. Thomas Harding, passionné de train depuis l'enfance, a suivi les traces de son père pour devenir lui-même conducteur. Il travaille à la Montréal Marine et Atlantic Railway, ou MMA, depuis des dizaines d'années et ses collègues en parlent comme d'un ingénieur de haut calibre et extrêmement compétent. Seul pour diriger son convoi de 67 citernes tractées par 5 locomotives, il finit son service aux alentours de 23 h et stationne sur la voie principale en gare de Nantes, au Québec. Nous sommes à 30 km de la frontière avec les États-Unis et il s'agit là du fonctionnement quotidien normal. En effet, les trains passent la frontière, mais les opérateurs, eux, ne peuvent conduire que dans leur pays respectif. La locomotive est donc laissée moteur allumé en attendant qu'un opérateur américain ne vienne prendre la suite à 7 h le lendemain matin. Un taxi amène Tom Harding à l'hôtel de Lac-Mégantic où dorment les salariés de la MMA. Un repos bien mérité car si sa prise de poste s'est faite à Farnham, à moins de 200 km de là, il faut parfois près de 12 heures pour parcourir cette distance. Une journée de routine donc, à un détail près. Tom confie au chauffeur de taxi qu'il a laissé le moteur fonctionner alors que celle-ci crache de l'huile et une épaisse fumée noire. Il a bien reçu la consigne de son employeur de laisser le convoi tel quel jusqu'à l'arrivée de la relève, mais il n'est pas tranquille pour autant. Et pour cause, 30 minutes plus tard, les 12 pompiers de la brigade de Nantes sont appelés par un habitant pour un départ de feu sur la locomotive. Suivant la procédure et les exercices conjoints effectués avec la compagnie ferroviaire, ils coupent le moteur avant de combattre les flammes. L'incendie est maîtrisé et peu après minuit, le train est laissé aux mains de 2 employés de la MMA, arrivés entre-temps et qui libèrent les pompiers. Comprenez qu'ils leur confirment que le sinistre est terminé, que le train est en sécurité et qu'ils peuvent quitter les lieux. La nuit redevient calme, les agents de la compagnie s'en vont et l'endroit est de nouveau désert. 1 heure se passe quand le train, seul sur sa voie, commence imperceptiblement à bouger. Lentement, à peine, seulement quelques millimètres. Puis ce sont des centimètres. Le mouvement devient visible, mais personne n'est là pour le remarquer. Les tours de roue s'enchaînent et le convoi avance de plus en plus vite sur la pente de seulement 1,2%. Pour un humain, c'est un dénivelé ridicule. Ça suffit à peine à faire rouler une boule de pétanque. Pour un train de 10 300 tonnes, c'est une pente énorme et le début d'un mouvement inexorable, aux conséquences dramatiques. Au même moment, 12 km plus loin, la fête bat son plein au centre-ville de Lac-Mégantic. Le bar Musicafé est quasiment une institution et nombreux sont les habitants à y profiter de la fraîcheur nocturne
après cette chaude journée d'été. Accompagnés par la musique d'artistes locaux, 2 fêtes d'anniversaire réunissent une cinquantaine de personnes à l'intérieur et en terrasse. Passé 1h du matin, c'est la pause pour les chanteurs. Guy va prendre une bière au bar pendant qu'Yvon va fumer dehors. Il n'est sorti que depuis un instant quand il voit arriver le train à plus de 100 km/h dans la courbe du centre-ville. À peine quelques secondes plus tard, les premières explosions retentissent et d'énormes boules de feu s'élèvent au-dessus des toits. Paniqués, Yvon et quelques clients se dirigent vers le lac tout proche puis se ravisent, voulant aider d'éventuelles victimes. Mais la chaleur est telle qu'il leur est impossible de faire demi-tour. Alors que le souffle des premières déflagrations a déjà fait des dégâts, le pétrole enflammé se répand rapidement comme une mer de flammes, engloutissant les voitures à proximité. Lorsque la trentaine de pompiers volontaires de la ville arrivent sur place, 8 citernes éventrées sont en feu. Le chef de brigade, Denis Lauzon, décide pourtant de ne pas intervenir. Ça peut vous surprendre, mais c'est un réflexe logique pour un soldat du feu expérimenté comme lui. Et ça mérite une petite explication technique. Ça, c'est ce qui se passe quand vous mettez un verre d'eau sur de l'huile qui a pris feu au fond d'une poêle. À Lac-Mégantic, il y a 800 000 litres de pétrole en feu. Et il n'y a pas un verre d'eau, mais 20 autopompes envoyant chacune 1000 litres de flotte par minute. Je vous laisse imaginer l'ampleur de la réaction, mais donc non, pas d'eau sur ce type d'incendie. Et puis, petit souci, l'explosion a détruit une des conduites du quartier. Les bornes à incendie sont donc inopérantes, mais par chance, la proximité du lac permet de pomper directement dedans. Mais ça rajoute de la logistique. Les pompiers décident d'abord de sécuriser la zone. Pour les citernes éventrées en train de brûler, il n'y a rien à faire, mais il faut éviter que le feu ne se propage à celles encore intactes. Et aux bâtiments alentours. Les opérations s'organisent donc sur ce schéma, et les casernes environnantes sont appelées à la rescousse. Pendant plus de 12 heures, jusqu'à 150 pompiers luttent pour contenir l'incendie et éviter l'explosion de nouvelles citernes. Pourtant, cela reste insuffisant face au brasier qui s'étend. Alors, le chef de brigade Lauzon fait appel à certaines entreprises locales, à leur matériel et au savoir-faire de leurs employés. L'entreprise Tafisa, qui fabrique des panneaux de bois, est mise à contribution, son locotracteur devant servir à éloigner 9 wagons menacés par les flammes. Problème, sa puissance est insuffisante et il ne peut en tracter que 5. Celles-ci sont donc détachées du convoi et les pelles mécaniques de la société d'excavation La Fontaine sont utilisées en renfort pour déplacer tant bien que mal les 4 restantes. Fait tragique que les employés ne sauront que plus tard, 4 membres de la société La Fontaine, la secrétaire ainsi que 3 membres de la famille fondatrice, font partie des premières victimes du Musicafé. Mais pour l'heure, si ce premier danger est écarté, une autre menace se profile, parce que les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. On parle de centaines de milliers de litres de pétrole qui se déversent. Un truc liquide, donc qui ruisselle. Et dans une ville, qu'est-ce qui est prévu pour recueillir les fluides qui passent sous les rues et les maisons? Une mer de pétrole en feu menace de se répandre dans toute la ville par le réseau pluvial. Les hydrocarbures en flammes qui s'écoulent dans les canalisations causent 2 problèmes. Vous vous rappelez de l'eau sur la poêle pleine d'huile, hein? Bon bah, on y est. La température de combustion des huiles de schiste atteint les 2000 degrés. Le pétrole entre en contact de l'eau qui se vaporise instantanément et son volume augmente 1700 fois. Les plaques d'égout sont violemment projetées par des geysers de vapeur mêlés aux flammes à des dizaines de mètres de hauteur. Pour autant, il reste encore de l'eau et les huiles enflammées sont plus légères. Elles restent donc à la surface et se répandent peu à peu sous les rues dans un mélange crépitant et détonnant, causant toujours plus de dommages et de nouveaux risques de départ d'incendie. Le chef de brigade met donc de nouveau à contribution la société La Fontaine. Les pelleteuses vont déverser gravier et gravats dans tous les regards pour limiter la propagation du feu grâce à ces barrages de fortune. Une première et bien maigre victoire face à la tâche qui s'annonce. 800 000 litres de pétrole en feu, ça ne se maîtrise pas si facilement et ça se voit de loin, ou plutôt de très haut. Le brasier est ainsi photographié par un satellite météo 1 heure après la première explosion.
Aux premières lueurs du jour, l'incendie fait toujours rage. Il faudra attendre près de 24 heures après le déraillement pour que de grandes quantités de mousse ignifuge en provenance des États-Unis et d'une raffinerie voisine n'arrivent. Celle-ci envoie également des hommes spécialement formés et de l'équipement pour soutenir les équipes sur place. Petit à petit, les efforts conjoints des 200 intervenants, qu'ils soient simples civils, pompiers volontaires ou professionnels, viennent à bout du brasier. Après 4 jours de lutte. Cependant, si les flammes sont maîtrisées, tout n'est pas réglé, loin s'en faut. Des nappes d'hydrocarbures sont encore présentes un peu partout, du pétrole s'est infiltré dans des caves, mais surtout l'heure du bilan matériel et humain approche. Mais avant ce sinistre décompte, on va essayer de savoir à qui la faute. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Est-ce la responsabilité d'une personne ou la faute à pas de chance? Par exemple, le train est arrivé beaucoup trop vite dans une courbe en plein centre-ville. Pourquoi la voie passait-elle là? Pourquoi n'a-t-on pas construit de déviation? La municipalité est-elle responsable? Il faut savoir qu'initialement, cette voie servait à transporter du bétail, des céréales ou du bois dans des petits convois. Rien de franchement dangereux. Le transport ferroviaire de pétrole à grande échelle ne se pratique alors que depuis 3 ou 4 ans. Et il en faut beaucoup plus pour modifier un tracé de chemin de fer. Mais il y a surtout ce point essentiel. Pourquoi le train a-t-il dévalé la pente? Et donc petit retour sur les événements avec un peu plus de contexte cette fois. Le 5 juillet 2013 vers 23 h, Tom Harding, seul membre d'équipage d'un train de 67 wagons-citernes, stationne son convoi en gare sur la voie principale. Le moteur de la locomotive doit tourner 8 heures sans surveillance jusqu'à l'arrivée de l'équipe américaine avant de poursuivre sa route. Tom utilise du matériel vétuste. Pendant son trajet, il informe sa direction que la locomotive a des problèmes mécaniques et une perte de puissance. Il parle de fuite au chauffeur de taxi qui le mène jusqu'à son hôtel et contacte de nouveau le siège pour signaler le problème et avoir des instructions. Pour autant, il a fait son travail au mieux. Ou presque. La règle à la MMA en matière de freinage pour stationner un tel convoi est celle des 10% plus 2. Prenez 10% du nombre de wagons, ajoutez 2, et c'est le nombre de freins manuels qu'il faut actionner pour sécuriser le train. Tom Harding est à la tête de 72 wagons et locomotives. Il aurait donc dû serrer les freins de 7 plus 2, 9 d'entre eux. L'enquête montrera qu'il n'avait actionné que 7 freins mécaniques, plus le freinage pneumatique de la locomotive principale, donc 8 au total. On est déjà hors norme. Et il n'avait pas correctement vérifié que le freinage était suffisant. L'accident est donc de la responsabilité de Tom Harding. Ou pas. Rappelez-vous, il a obéi aux consignes de la compagnie et lorsqu'il laisse son train, celui-ci ne bouge pas pendant plus de 2 heures. Le freinage était donc suffisant. Mais vers minuit, un feu se déclare à cause d'un piston brisé et d'une fuite de carburant. Les pompiers interviennent et coupent le moteur de la locomotive. 2 employés de la MMA arrivent 1 heure plus tard et confirment que le problème est réglé. Les pompiers s'en vont. Les 2 employés aussi. Nouveau problème, le moteur de la locomotive a été coupé et c'est lui qui maintenait la pression dans son circuit de freinage. Il ne reste que les 7 freins des wagons-citernes pour retenir les 1300 tonnes d'un train garé sur une voie en pente. L'accident est donc de la faute des pompiers qui ont coupé le moteur de la locomotive. Ou pas. Ils sont pompiers, pas cheminots. La procédure de la compagnie ferroviaire dit « couper le moteur en cas d'incendie ». Il y a eu un incendie, alors ils ont coupé le moteur et ils l'ont signalé aux employés de la Montréal Main et Atlantic présents, qui ont validé. Alors, la faute à qui? Le drame serait juste dû à pas de chance? Si vous avez déjà regardé quelques vidéos où je reviens sur ce genre de catastrophe, vous aurez remarqué une chose. Enfin, si je me suis pas trop raté. C'est qu'en cas de problème, le pas de chance est toujours un événement insignifiant, mais qui est précédé d'une montagne d'erreurs. Vous l'avez compris, la loco avait une avarie, un piston brisé et du diesel qui s'accumule là où il ne devrait pas. Bon, un souci mécanique, effectivement, ça peut encore être du pas de bol. Sauf qu'en quelques années, c'est la 4e fois que les pompiers interviennent sur du matériel de la MMA pour des incendies de locomotives, sans parler les déraillements d'hiver. Ça sent quand même plus le budget entretien et maintenance raboté au maximum que la panne accidentelle, non? Et sur le matériel, parlons justement des citernes.
C'était de type DOT-111, un modèle courant pour transporter des liquides, constitué d'une cuve en acier de 11 mm d'épaisseur. Alors bon, oui, techniquement, ça permet le transport de produits pétroliers, mais en cas de choc, on voit que c'est pas super solide. Bon, mais on y reviendra. Ces citernes passaient sur des voies dont la vétusté de certaines portions était connue. Rappelez-vous, je vous ai dit que le convoi mettait jusqu'à 12 heures pour parcourir moins de 200 km. Ceci étant, si on remonte ces voies jusqu'à l'endroit d'où est parti le train, on arrive à une autre partie du problème. Le site de forage. Il est situé dans la région de Bakken, au Dakota du Nord, et c'est pas du pétrole conventionnel, mais du pétrole de schiste. Alors, petit point technique encore, et en très résumé, le pétrole conventionnel, vous pompez directement une mélasse dégueulasse dans un gros lac souterrain. Pour le pétrole de schiste, vous injectez d'abord moult produits chimiques sous pression pour extraire un pétrole moins pur, prisonnier des roches et des sédiments. Et là-bas, ce pétrole a une autre particularité. Il contient des sulfures d'hydrogène, du méthane et du propane, des gaz explosifs qui expliquent la violence des déflagrations à lac mégantic. Et je précise un autre point. L'exploitant du site et les autorités connaissaient la composition et les particularités du pétrole de Bakken avant la catastrophe. Alors, pourquoi transporter ça en train, avec les risques d'accident que ça suppose, plutôt que par pipeline? On l'a vu, le transport par voie ferroviaire ne se fait que depuis 4 ans environ. Une raison simple à ça. Il n'y avait quasiment pas d'extraction de pétrole de schiste avant. Le gisement de Bakken, et d'autres d'ailleurs, existait déjà bien sûr, mais il était trop coûteux de les exploiter par rapport aux gisements normaux. Les sites tournaient donc au ralenti, mais la hausse des cours mondiaux a changé la donne. Quasiment du jour au lendemain, ces gisements devenaient rentables. Très rentables. Mais comme ils n'étaient pas pleinement exploités avant, il n'y avait pas d'infrastructure suffisante pour les épauler. Alors oui, il y avait bien des pipelines de disponibles, sauf que les sociétés exploitantes et la Commission fédérale de l'énergie américaine ont refusé qu'un pétrole surchargé de sulfure d'hydrogène, aux vapeurs mortelles et explosives, n'y soit acheminé. Donc, pas de pipeline. Mais il aurait été possible d'en construire un autre spécialement adapté. Le projet était d'ailleurs en cours d'étude, mais demandait beaucoup de temps et d'argent, alors que les compagnies ferroviaires ont sonné à la porte avec un argument simple. La capacité instantanée. Les voies existent, le matériel aussi. Alors oui, c'est plus cher, plus lent et moins fiable qu'un pipeline. Ok, ça va transiter sur des réseaux centenaires et dans des citernes pas prévues pour, qui vont se faire corroder par le pétrole de schiste. Mais ça permet de vendre la production, et avec une réglementation plus prévue pour le transport des céréales et du bois, personne ne viendra chicaner pour quelques composés gazeux. Ce sont donc les 2/3 de la production qui partent par le rail dans des convois allant jusqu'à 120 wagons. En 4 ans, le nombre de citernes transportant ce pétrole est multiplié par 50. Là encore, la faute à qui? À l'administration qui autorise le forage de pétrole de schiste? À celle qui ne légifère pas ou peu sur son transport? Au manque de réglementation, de contrôle. On est en Amérique du Nord, et pour caricaturer à peine, encore que, le business avant tout. Selon leur dangerosité, les produits expédiés par rail sont classés en plusieurs catégories. Le brut de Bakken sera lui toujours catégorisé par l'expéditeur comme le moins risqué possible pour ce type de produit. Oui, le classer correctement imposerait plus de contraintes. Et puis, sa composition change sans arrêt selon les puits, alors on va pas tester en permanence, ça ralentirait la production. Petite anecdote. Vous vous rappelez du sulfure d'hydrogène, le truc explosif et mortel pour l'homme? 4 gestionnaires de pipeline ont donc arrêté de prendre en charge le pétrole de Bakken qui en contenait trop. Mais trop combien? Pour vous donner une idée des seuils, à 5 parties par million, ppm, le premier gestionnaire a dit stop. À 10 ppm, 2 autres ont renoncé à le transporter. À 24 ppm, le 4e a lâché l'affaire. La loi locale interdit l'exposition des travailleurs à plus de 50 ppm. Bon. Et donc des analyses de l'un des gestionnaires de pipeline ont révélé des taux de 1200 ppm de sulfure d'hydrogène dans certains échantillons. C'est beaucoup. Malgré cela, l'un des expéditeurs de pétrole tentera de casser ses décisions au motif d'un grand préjudice économique. Bon, mais sans succès. De son côté, la World Fuel, qui a décroché un contrat d'expédition ferroviaire, déclare que sur la base de ses tests en interne, le sulfure d'hydrogène n'est pas un problème important.
Règle numéro 1, on ne pose aucune question, et règle numéro 2, on n'ouvre jamais un colis. Je rappelle un autre point important. Contrairement à la France ou à l'Europe, la très grande majorité des réseaux ferroviaires est privée en Amérique du Nord. Sur un même parcours, vous pouvez donc passer sur des portions appartenant à plusieurs entreprises qui vont chacune les gérer selon leurs propres critères. C'est l'un des principes de la privatisation et de la déréglementation. Compter sur le fait que les entreprises vont agir au mieux de leurs intérêts. Et donc choisir d'elles-mêmes, et sans besoin de contraintes légales, du matériel dans le meilleur état possible pour le faire fonctionner de façon optimale et attirer plus de clients grâce à la qualité de leurs prestations. Non, sans déconner, je vous assure que là-bas, il y a des gens qui y croient vraiment. Bref, avec la manne financière du pétrole de schiste, beaucoup de sociétés ont racheté et remis plus ou moins en état d'anciennes voies et matériel pour empocher leur part du pactole. Et c'est ici qu'on en vient à la Montréal Main Atlantic Railway aux commandes du convoi de Lac Mégantic. Elle résulte de la fusion de 4 autres transporteurs et est une filiale de la Rail World basée aux USA. Agissant au mieux de ses intérêts, tout ça, la MMA affiche un taux d'accident jusqu'à 10 fois plus élevé que la moyenne des entreprises ferroviaires américaines. Elle compte aussi 8 incidents et déraillements sur la décennie menant à des déversements de produits dangereux. Leur secret de qualité pour un tel résultat, racheter des lignes à l'abandon, du matériel d'occasion réparé avec des pièces de seconde main et faire rouler le tout en réduisant au max le personnel. Je précise quand même que rien de tout ceci n'est illégal. Bon, mais rogner sur les dépenses et transporter du pétrole, ça doit rapporter, non ? Suite à l'accident, le président de la MMA, Edward Burkhardt, indique que sa société et son assurance prendront en charge les 8 millions de dollars nécessaires au nettoyage du secteur. Ouais, parce qu'on parle juste de nettoyage pour le moment, pas de reconstruction. Mais bougez pas, ça aussi on y reviendra. Alors, avec ces nouveaux éléments, et pour vous maintenant, à qui la faute ? Pensez-vous que ce soit celle du chauffeur qui doit travailler seul sur du matériel défectueux, à bout de souffle, mais qui pour autant a mal exécuté de manœuvres de sécurité ? La faute à une entreprise qui a privilégié le profit sans jamais investir dans l'entretien du matériel, des infrastructures ou la formation du personnel ? La faute à une réglementation et des contrôles laxistes ? À moins qu'il ne s'agisse de hasard. Faites-vous votre idée vraiment, là, maintenant, et notez-la dans un coin. Vous pourrez la comparer au verdict des différents procès intentés dans cette affaire. Parce qu'avant le volet judiciaire, arrive le moment difficile pour cette petite communauté. La recherche des disparus et le déblaiement des décombres. Cette mission est confiée à 75 pompiers issus de casernes alentours, et pas celle de Lac Mégantic. Pour 2 raisons principales. D'une part, parce que la zone reste dangereuse, saturée de vapeur d'essence, de nappes de pétrole et encombrée des carcasses éventrées du convoi. Mais aussi parce qu'il est certain que les pompiers de Lac Mégantic vont reconnaître parmi les victimes des amis, des proches ou de la famille. Côté matériel, une quarantaine de bâtiments, dont la bibliothèque, les archives municipales, des commerces et des logements, ont été touchés ou détruits sur 2 km². 2000 personnes, soit un tiers des habitants de la ville, sont temporairement évacuées. Elles étaient soit trop proches du sinistre, soit impactées par l'épaisse fumée et les suies dégagées par la combustion de 5,5 millions de litres de pétrole. Lac Mégantic et plusieurs autres villes alentours puisaient leur eau potable dans le lac, où se sont déversés 100 000 litres d'hydrocarbures. Elles se retrouvent donc pendant plusieurs jours privées de cette ressource, mais par chance, leurs différents réservoirs ont pu assurer l'approvisionnement sur cette période. 31 hectares de terrain se retrouvent aussi directement contaminés. Le bilan humain final fait état de 47 victimes. 40 corps ont pu être rendus aux familles, 5 n'ont pas pu être retrouvés et hélas, les 3000 degrés du brasier ont rendu le travail des médecins légistes impossible pour 2 personnes qui resteront non identifiées. Présente très rapidement sur les lieux, la Sûreté du Québec, que l'on peut comparer à notre police nationale en France, commence son enquête en parallèle d'autres autorités des transports. C'est long et technique, mais voici les principaux points qui en ressortent. Il est montré que la compagnie pétrolière savait que le pétrole transporté n'était pas homogène et était mal catégorisé lors de l'expédition. Il note aussi la vétusté du train, des wagons-citernes inadaptés et trop fragiles pour le transport de matières explosives comme le pétrole de schiste. Un exemple de vétusté des citernes de la MMA ? Au départ, le train en comptait 72 et lors des différents passages en gare, le convoi subit des examens de routine.
8 wagons comportent des défauts de freinage et 6 sont retirés du convoi du fait de leur importance. Toujours sur le freinage, le BST note que les freins à main des trains sont activés par un volant manuel. La force de serrage de ce mécanisme dépend donc directement de la personne qui l'actionne. La norme ferroviaire du couple de serrage est de 60 kg, mais manuellement, un employé ne peut aller au-delà de 40 à 50. Le bureau rappelle aussi que chaque compagnie a ses propres règles. Que ce soit le nombre de freins à serrer ou l'usure des rails, rien n'est normalisé. Et là encore, la MMA a profité de cette liberté réglementaire en usant jusqu'à la corde du matériel et des voies hors d'âge. Pour la formation des conducteurs et du personnel, c'est pareil. Des réglementations obligent, chaque compagnie a son propre programme de formation, sans contrôle externe. Tout juste faut-il suivre quelques principes dictés par l'État. Pour la MMA, les certifications étaient des QCM que les employés pouvaient emporter et remplir chez eux. Ils ne recevaient ensuite aucune correction ou information sur leur éventuelle mauvaise réponse. Et il y a enfin la question de la culture du risque. C'est difficilement quantifiable, mais le BST constate qu'elle est absente à la MMA. La culture du risque, c'est ce qui fait que vous allez respecter plus ou moins les recommandations et être strict sur ce que vous faites, parce que vous avez conscience des conséquences, que vous y êtes formé et que vous êtes surveillé. Un petit exemple pour ça aussi. Quand le premier incendie en gare de Nantes se déclare et que le moteur de la locomotive est éteint, aucun des 4 intervenants de la MMA, sur place ou au siège, n'a l'idée de démarrer une autre locomotive pour assurer le freinage. La direction donne l'instruction de tout laisser en l'état jusqu'au lendemain et dit aux personnes sur site qu'elles peuvent repartir. 0 vérification. Donc soit les gars s'en balèquent, soit ils n'ont aucune idée du fonctionnement pneumatique des freins de la loco. Je ne saurais pas dire quelle solution est la moins pire. Bon, le rapport du BST est très long, mais vous avez saisi l'idée. Alors quelles sont les suites? Ces enquêtes terminées, viennent ensuite les procès qui se sont tenus début 2018, soit 5 ans après la catastrophe. Il y a d'abord celui des 3 employés de la MMA pour négligence criminelle ayant causé la mort de 47 personnes. Ces 3 employés sont Richard Labrie, contrôleur de la sécurité ferroviaire à la MMA, Jean Demaître, le directeur d'exploitation de la MMA au Québec, et bien sûr Thomas Harding, le conducteur du train. Le jury doit déterminer pour chacun s'il avait omis de faire quelque chose qu'il était de son devoir d'accomplir, et ce faisant, s'il avait montré une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui, et que ce comportement avait causé la mort des 47 victimes de la tragédie. Au terme de 41 jours de procès et 9 de délibération, les 12 membres du jury déclarent Jean Demaître, Richard Labrie et le conducteur Thomas Harding non coupables de ce chef d'accusation. Tom Harding écopera seulement d'une peine légère, accusé en parallèle et ayant plaidé coupable de ne pas avoir assez serré les freins du convoi. Le second procès est contre la Montréal, Maine et Atlantique pour négligence criminelle. Il se tient non, il se tient pas. 1 mois après l'accident, la société s'est placée elle-même en faillite aux États-Unis et au Canada. Donc plus d'administrateurs, de représentants légaux, ni d'avocats pour la représenter. Ah, c'est pratique ça, hein. Ah, et du coup, les 8 millions promis pour le nettoyage, la liquidation de la société et la revente de ses actifs permettra quand même de récupérer quelques dollars, mais ses responsables ne seront jamais inquiétés. Il y a eu d'autres procès et recours collectifs contre diverses sociétés et assurances, mais aucun n'a désigné un unique responsable de ce drame qui reste donc sans coupable au regard du droit. Alors maintenant, et avec tous ces éléments, vous en êtes où de votre réflexion ? Vous considérez peut-être que la MMA ou ses dirigeants, même s'ils n'ont pas été jugés, sont responsables. Le truc, c'est que juridiquement, on ne le saura jamais. Au niveau réglementaire, elle était dans les clous. Ces trains étaient vétustes, mais aucune norme ne les empêchait de rouler. Les certifications du personnel par QCM, c'était légal. Le BST n'a pas relevé d'infraction majeure, c'était une société qui était dans les normes édictées par le système. Alors c'est le système le coupable ? La faute à un capitalisme déréglementé qui permet tout et n'importe quoi ? Alors là encore, ça serait un raccourci un peu facile. Parce que les autres compagnies ferroviaires des États-Unis ou du Canada n'utilisent pas toutes des ruines ambulantes pour le transport des marchandises. Et en tant que voyageur, vous bénéficiez de trains modernes avec tout le confort et le personnel nécessaire pour traverser et visiter ce magnifique pays. Le système, qu'il soit économique ou politique, ne crée pas systématiquement des abus. Mais il peut les faciliter.
Il n'engendre pas forcément des catastrophes, pas plus qu'il ne va miraculeusement vous en protéger. Mais en l'espèce, il a créé un environnement, de l'extraction du pétrole jusqu'à lac Mégantic, qui a rendu cette tragédie beaucoup plus probable. Bon. Et ensuite, comme pour chaque désastre majeur, les réglementations ont évolué. Les nouvelles normes sur les citernes imposent maintenant 1,5 mm d'épaisseur en plus. Et quoi ? Et oh, mais vous n'allez pas non plus râler parce qu'on rajoute qu'1 mm pour renforcer une cuve de 100 000 litres de pétrole. Oh, c'est déjà pas mal après tout. Bon, alors dans l'idéal, des experts recommanderaient plutôt des doubles parois comme sur les tankers et 2-3 trucs pour renforcer les structures. Sans les rendre indestructibles, ça aurait permis de grandement limiter les risques de fuite et les réactions en chaîne en cas de déraillement. Mais bon, ça coûte cher, il y en aurait pour 1 milliard ou 2 étalés sur plusieurs années, et c'est pas possible pour les pétroliers et leur budget si serré. Petite info cocasse en passant, en 2013, les bénéfices des 4 gros pétroliers nord-américains s'élevaient à 20 milliards de dollars. Un mois de bénéfices d'une seule année et toutes les mises à jour étaient financées. Mais bon, le système, tout ça. Donc, pas de révolution dans la réglementation ou les contraintes. Quelques changements pour la forme et promis, avec ça, tout ira bien. Étrangement, plusieurs coalitions citoyennes ne sont pas convaincues par ces annonces et demandent encore aujourd'hui des normes plus sévères. Notons quand même que le gouvernement a augmenté le nombre d'inspecteurs ferroviaires et a injecté 143 millions de dollars pour améliorer la sécurité du réseau. Et ça a eu un effet spectaculaire puisqu'en 2014, donc 1 an après lac Mégantic, le nombre d'événements mettant en cause du matériel roulant parti à la dérive, comprenez des trains qui se barrent tout seuls ou qui déraillent, a baissé d'1 tiers. Formidable, hein ? Bon, les gars ont juste eu les foies pendant 1 an et ont fait un peu plus gaffe que d'habitude. Mais en 2015, le nombre d'incidents est revenu à son niveau initial et a ensuite continué à augmenter. Un petit exemple, en 2016, au nord de Toronto, c'est encore un convoi de 72 wagons-citernes qui s'est fait la malle pépouze sur 5 km. Pas de dommages, pas de morts, mais visiblement, il y a encore comme un léger souci. Bon, mais allez, j'arrête sur ce point. Revenons aux habitants de lac Mégantic où la reconstruction est longue. La première étape, qui a duré 3 ans, a été de décontaminer les 2 km² touchés par l'incendie. Une fois assainie, la reconstruction des bâtiments a pu commencer, mais les commerçants, eux, s'étaient déjà réinstallés dans d'autres quartiers. Ainsi, la rue Frontenac, qui était autrefois la rue commerçante et le centre historique de la ville, a perdu une partie de ce qui faisait son charme. En remontant vers l'église Sainte-Agnès, on constate que quasiment tous les commerces ont disparu. Lorsqu'on se retourne, on ne peut que constater le vide qu'a laissé l'explosion du convoi. Après 12 années d'études, une voie de contournement va finalement être créée. Fin 2025, le dossier a été déposé à l'Office des Transports du Canada. On est encore loin du premier coup de pelleteuse, mais ça progresse, même si le nouveau tracé ne fait pas l'unanimité. Au sein de la population, et psychologiquement, ce drame a fait des ravages. Du fait du nombre de morts, bien sûr, mais surtout parce que, comme le disait une habitante, même si vous ne connaissez pas quelqu'un qui a disparu, vous connaissez ses parents. 2 situations extrêmes illustrent ce traumatisme. D'abord, celui d'un jeune pompier volontaire de 25 ans qui, lors des recherches, a découvert le corps de son ancienne petite amie, calcinée dans les décombres. Il ne s'est pas remis du choc et a mis fin à ses jours 4 mois plus tard. Je vous avais aussi parlé d'Yvon Ricard, le chanteur sorti du Musicafé quelques secondes avant l'explosion. Ce père de 2 fillettes, bien que bénéficiant de soins psychologiques et du soutien de ses proches, confiait revoir les événements en boucle et en faire chaque nuit des cauchemars. Après 2 ans de tourments, il se donnera la mort en août 2015. Ces 2 pertes tragiques portent à 49 le nombre de victimes de l'accident ferroviaire de lac Mégantic. Sur les lieux de l'explosion et en hommage aux disparus, un espace mémoire a été inauguré. Des stèles et points symboliques y sont érigés. Au-delà des polémiques, la ville et ses habitants se reconstruisent peu à peu pour donner un nouveau souffle à la communauté. Pour finir, je vous signale que la série télévisée québécoise Mégantic retrace l'affaire en 8 épisodes, chacun dédié à l'une des personnes impliquées dans ces événements. Sortie en 2023, vous la trouverez facilement en VOD, et si vous avez peur que certaines séquences ne soient trop dures à voir, levez les yeux au ciel, soyez astronogeek, et à la revoyure. C'est pas là. C'est pas là. Putain, où est-ce qu'il est encore? Attends, c'est quoi ça? Faire, Sef.
Comme tu l'auras remarqué, il fait un petit peu chaud. Ouais, sans blague. Alors c'est demander à Astronogeek si je pouvais rentrer chez moi, parce que chez moi il y a le climatisement, et que comme au bureau il y en a pas, et ben moi je... Bla 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 bla. Bon, ce qui est bien à l'écrit, c'est qu'on peut sauter les paragraphes inutiles. Alors... Et puis hier on était au supermarché, et alors... Non, La voiture Thomas Aubin, elle a... toujours pas. Ah, voilà. Il reste la réclame de YFood qu'il faut faire. Sur mon bureau, tu trouveras le colis avec de nouvelles bouteilles de l'été. C'est un pack de 6 bouteilles où il y a 3 goûts différents pour goûter. D'abord, il y a les bouteilles orange, que c'est du YFood à l'orange. Il y a aussi des bouteilles au citron, mais elles sont pas citron qu'elles, elles sont jaunes. Non, parce que orange c'est une couleur, mais c'est aussi... Oui, bon, ça, on s'en fout. Putain, 2 paragraphes de dissertation sur la couleur de la bouteille. Bordel, seppele. Et pour finir, il y a 2 bouteilles vertes, que c'est aussi au citron, mais que c'est le citron qui est vert, et aussi la bouteille, alors... Ouais, bon, 2 bouteilles goût citron vert. Moi, je me demande pourquoi que le citron vert, il est vert, alors que le citron jaune... Ouais, bon, ça, on s'en fout. Ah, voilà. Surtout, tu oublies pas de dire aux gens que s'ils cliquent sur le lien qu'il est dans la description ou que s'ils utilisent le code Astrono YouTube, ils ont 10% de réduction sur les fruitis au citron. Et tu oublies pas non plus de leur dire qu'ils peuvent aussi acheter autre chose s'ils veulent, parce que le code il marche sur tout le site. Et tu oublies pas non plus de mettre le lien dans la description, sinon t'es un... Ah, ben ça, je sais même pas comment ça se lit. Hop là, ma lettre elle est finite. Oublie pas de faire ton lit traitement. Sus.